Bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire organisé par Nextwise et l'Association française de gestion, l'AFG, dans le cadre du Next Challenge numéro 4. Alors, le titre est très prometteur puisqu'il s'agit de la finance sans filtre, découvrir les métiers au-delà des stéréotypes. Vous le voyez à l'écran, en partenariat avec Ecofi et Siena. Alors, je commence par me présenter si la slide veut bien passer. Et voilà. Donc, je suis Aldo Sicurani, cofondateur et directeur général de Nextwise, et je vais animer cette séance aux côtés de deux gérants au profil très différent, d'ailleurs. Karen Georges, qui est gérante action chez Ecofi. Bonjour à tous. Et Wissem Bourbia, qui lui est directeur des fonds d'aide corporate chez Siena. Donc vraiment deux aspects très, très différents de la gestion d'actifs. Et il y en a beaucoup d'autres, comme on le verra dans cette présentation. Alors, avant de leur laisser la parole et de leur laisser le soin de se présenter peut-être un peu plus en détail, je voudrais quand même profiter de l'occasion pour faire un petit panorama rapide de la gestion d'actifs en France. Alors, la gestion d'actifs, c'est 700 sociétés de gestion, dont 450 entrepreneuriales. Alors, quand on parle de sociétés de gestion, il y a des sociétés, enfin, il y a des activités qui sont au sein d'organismes bancaires, d'institutions financières, compagnies d'assurance, banques, et puis d'autres qui sont des sociétés de gestion indépendantes. Et donc, vous voyez, c'est plus de la moitié du nombre, en tout cas en nombre de sociétés de gestion. Et ça représente 27 000 emplois. Donc, c'est un actif, des effectifs très, très importants. La France est le premier marché de l'UE avec 30% du marché de la gestion dans l'Union européenne. Et 4 groupes français sont parmi les 25 premiers groupes de gestion mondiaux. Et ça représente 4 600 milliards d'euros qui sont sous gestion en France. C'est l'essentiel du patrimoine financier français, enfin des Français. Alors, l'Association française de gestion a lancé un club diversité qui a mené d'importants travaux et qui en particulier s'est penché sur un certain nombre d'actions en matière de diversité. Et donc, vous voyez que les femmes représentent 42% des effectifs dans l'industrie de la gestion. Et parmi les cadres, c'est à peu près la même proportion. En revanche, il y en a un petit peu moins, il y a encore des efforts à faire du côté des managers et également du côté des professionnels de l'investissement. Mais vous avez beaucoup plus d'informations sur ces travaux et sur ces sujets sur le site de l'AFG que je vous invite à aller consulter et nous en reparlerons quand nous viendrons au métier un peu plus tard. Donc je vais arrêter le partage de l'écran et nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Et pour commencer, peut-être Karen et Wassim, vous présenter un peu plus précisément, et puis nous dire un peu comment vous êtes arrivé dans ce métier, parce que en fait, il n'y a pas de parcours idée type. C'est parfois le fruit du hasard. Wissem, je ne sais pas qui commence. Non, Karen, allez-y. C'est moi. Puisque... très bien. Donc, bonjour à tous. Merci d'être connectés. Juste pour information, donc pendant tout le webinaire, n'hésitez pas à poser des questions, à nous interrompre, il faut que ce soit interactif et que vraiment vous ayez le maximum d'informations au mieux à la fin du webinaire. Donc, je m'appelle Karen Georges, je suis donc gérante action chez Ecofi depuis 2020 et gérante action tout court donc depuis 2012. Donc très rapidement, j'ai eu la joie d'être promo 2007. Donc j'ai fait une école de commerce. Enfin, j'ai commencé par la fac à Assas, puis une école de commerce. Donc pourquoi je dis la joie? Parce que c'est vraiment l'année qui a précédé une grande crise financière. Donc les promos 2008 ont eu beaucoup de mal à trouver du travail.
Et donc, l'école de commerce en question, donc c'était l'INSEC. Et donc, j'ai commencé rapidement par quelque chose qui n'était pas la gestion, donc de 2007 à 2012, 2010 même, qui s'appelait du client servicing, parce qu'il n'y avait pas de poste en gestion, parce que bien sûr, personne ne recrutait. Et pour la petite anecdote, j'avais même postulé chez Lehman en l'été 2007, qui m'a refusé. Et voilà, et donc même si vous êtes jeune, vous vous rappelez donc ce qui s'est passé avec Lehman Brothers, donc voilà. Et donc j'ai directement basculé dans une banque privée, donc qui s'appelle la Banque Transatlantique. Donc tout à l'heure, Aldo parlait des sociétés de gestion qui appartenaient à des banques ou celles qui sont indépendantes. Donc il y a beaucoup de banques qui ont leur propre société de gestion. Donc c'était le cas de la Banque Transatlantique. Et donc j'ai commencé par faire de la gestion sous mandat, parce qu'on verra tout à l'heure si on a le temps qu'il y a différents types de gestion. Et puis ce qu'on appelle la gestion collective, c'est-à-dire la gestion de fonds d'OPC. Et donc en 2020, juste après le Covid, j'ai commencé donc chez Ecofi. Voilà. Donc l'anecdote également, j'ai démissionné en pyjama confiné en mars 2020 pour donc passer chez Ecofi et commencer en juin 2020. Donc voilà très rapidement mon petit parcours. Wissem, je te laisse la parole. Et vous, Wissem, oui, comment êtes-vous arrivé à ce métier? Alors, bonsoir à tous. Alors, moi, je suis un peu comme Karen, donc je suis pas arrivé, je suis pas né dans la gestion dans la gestion de fonds. Alors, j'ai un parcours, justement, Karen le disait tout à l'heure, donc on a des parcours un peu différents, puisque moi, j'ai fait une école d'ingénieur et après, j'ai fait un master en finance. Donc, alors, j'ai fait le master en finance parce que, voilà, je voulais pas faire des ponts, des routes ou travailler chez Renault, donc, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais pas des ponts et des routes. Donc, du coup, j'ai été faire un master en finance. Et puis, à la suite de ça, j'ai commencé ma carrière comme je suis ingénieur, il faut bien démarrer par quelque chose que je savais faire. Et donc, j'ai commencé par travailler dans une société qui faisait des logiciels pour des salles de marché, pour la finance, en fait. Donc, c'était une façon de rentrer. Il faut rentrer par quelque part dans ces sujets. Il faut tirer le fil, la pelote par quelque part. Donc, je suis rentré par là. Donc, je fais de la finance, enfin de l'informatique de salle de marché. Ensuite, j'ai basculé parce que je faisais ça à la Société Générale, donc j'ai basculé à la Société Générale. Donc, l'avantage des grands groupes, c'est qu'on peut passer d'un poste à l'autre à l'intérieur du. Donc, à la Société Générale, je suis passé, et là, j'ai basculé du côté financier, purement financier, et j'ai fait de la titrisation pendant très longtemps. À la Société Générale, donc, je suis resté peut-être 15 ans. Ensuite, je suis parti chez Natixis faire plus ou moins la même chose. Et en 2000, et en 2009, donc euh, la- après la crise, et post-crise 2008, les régulateurs et les gouvernements ont fait en sorte à ce que la gestion de fonds, où l'argent des investisseurs, soit canalisé essayer de canaliser vers ce qu'ils appellent l'économie réelle. C'est-à-dire de dire, parce que les fonds, les investisseurs institutionnels qui investissent leur argent, ils investissent beaucoup sur les marchés financiers, actions, obligations, etc. En revanche, il y a tout un pan de l'économie qui est dit l'économie réelle, c'est-à-dire les entreprises, et pour lequel le métier traditionnel des banques, c'est de prêter et de financer les entreprises, l'économie, les investissements, etc. Et puis après 2008, les gouvernements ont souhaité que les sociétés de gestion aussi puissent elles-mêmes faire du crédit aux entreprises et financer l'économie réelle par opposition au marché financier pur. Et donc, c'est comme ça que j'ai basculé ensuite de la banque vers la gestion de fonds les fonds de dette. Alors, c'est un peu différent de ce que fait Karen, puisque nous, enfin, en tout cas dans la partie gestion de dette, et vous verrez, donc c'est aussi un moyen d'aborder le fait que en finance, il y a des choses extrêmement différentes et tout le monde pourra y trouver sa place quelque part. Et donc, la post-2008, ce qui s'est développé, c'est les fonds de dette, c'est-à-dire c'est des fonds. Alors, il y a des fonds de dette dans le marché liquide qui achètent des obligations, mais aussi on peut prêter aux entreprises que font les banques. Donc, par exemple, chez Siena, on va financer des projets d'éoliennes, des projets d'énergie renouvelable, hein, éoliennes, des panneaux photovoltaïques. On va financer aussi des investissements, des entreprises qui investissent et qui ont besoin d'emprunter pour développer leur activité, leurs usines, etc. Et donc, c'est ce qu'on appelle la dette privée, puisque ce n'est pas de la dette publique, ce n'est pas des obligations qui sont cotées sur les marchés, puisque c'est de la dette. Nos fonds vont prêter à ces entreprises pour. Voilà. Oui. Voilà, c'est un autre pan du métier de la finance, et donc je suis arrivé un petit peu pas en ligne droite, mais par des différents zigzags. D'accord, donc des parcours assez différents. Est-ce que
Quand une société de gestion cherche des jeunes, parce que finalement on s'adresse à des jeunes, futurs jeunes diplômés, est-ce qu'elles cherchent des profils particuliers ou est-ce qu'elles sont assez ouvertes finalement dans les profils qu'elles recherchent? Ah, du coup, Wissem ou moi, Aldo, comme ça, Oui, je sais ben plus. Ah, Karen, ok. vas-y. Alors, je vous rassure, il en faut pour tous les goûts. C'est-à-dire que déjà, les sociétés de gestion elles-mêmes peuvent être très différentes en taille, en typologie. Donc, Wissem parlait de la dette privée, donc non cotée. Donc, par exemple, un profil finance, euh, pas de marché, corporate finance, pardon. C'est un profil, par exemple, qui peut être très adapté au non coté parce qu'il faut avoir une expertise pointue justement pour analyser des bilans et des comptes de résultats. Alors qu'il y a d'autres métiers dans la gestion qui nécessitent d'autres talents. Il y a des sociétés de gestion, par exemple, qui ont une approche très mathématique, donc parfois avec des modèles quantitatifs. Donc là, en général, ils recherchent des profils très matheux. D'autres recherchent des profils parfois plus qualitatifs, donc qui sont bons en analyse financière. Et donc, on peut avoir des étudiants qui ont des backgrounds complètement différents. Donc, il y a des étudiants parfois qui n'ont même pas fait d'économie qui deviennent gérants. À l'inverse, donc des ingénieurs qui n'ont pas forcément de background sur l'économie qui deviennent également gérants. Et il y a une question de Eric. Pardon. On n'entend pas, il faut enlever votre micro. Oui, jeudi, je te laisse terminer Wissem. Je veux juste rajouter un truc après votre intervention sur ce que tu as dit. D'accord, Mais vas-y. très bien. Voilà. Et donc, on peut avoir des profils, que ce soit donc académiques, universitaires, écoles de commerce ou d'autres, qui peuvent être très différents. Également, d'ailleurs, selon le pays. Donc, culturellement, certains pays, donc il n'y a pas que la France, peuvent rechercher des étudiants qui ont un background complètement différent. En tout cas, le point commun, en général, de ce que cherchent les entreprises, tous secteurs confondus, donc pas que dans l'asset management, c'est vraiment des jeunes curieux, euh, who think out of the box, donc vraiment avoir un esprit un peu curieux et pas forcément très scolaire, parce qu'on vit dans une industrie, dans un monde où tout change très vite. Donc c'est vraiment cet esprit un peu proactif et curieux qui est recherché au-delà des compétences techniques et académiques. Wissem, vous avez quelque chose à ajouter à cela? Non, je souscris à ce que dit Karine, et j'ai rajouté un mot, motivé. Mais ça, bon, c'est un peu valable pour tout, parce que même si vous allez chez Renault, il faut être motivé. Donc, oui. Hmm. Mais en tout cas, si on est motivé par la finance, ça veut dire qu'on bouquine, qu'on lit un peu. Alors évidemment, on ne comprend pas tout quand on est étudiant, mais qu'on lit un peu les articles financiers, qu'on s'intéresse, qu'on va lire des articles, parce qu'il y a plein d'articles qui sont en libre service sur les sites, notamment les sociétés de gestion qui publient. Les sociétés de gestion publient beaucoup sur leur site des analyses financières ou un peu leur stratégie, etc. Donc, d'aller regarder. Je vous invite en tout cas à aller. Parce que il faut, voilà, il faut avoir un background un peu large. Parce que même si on fait de la gestion d'actions ou de la gestion d'aide privée, etc. et tout, on est, on est un peu spécialiste, mais on a un background financier, c'est-à-dire qu'il faut comprendre un peu les grands enjeux économiques qui vont avec, parce que si on regarde une dette, je finance, par exemple, on va financer un parc d'éoliennes, d'accord? Mais bon, ok, faut analyser, est-ce que les éoliennes elles vont produire, pas produire, il y a du vent, il n'y a pas du vent, etc. Et tout, mais il faut regarder le contexte qu'il y a autour, c'est-à-dire que le contexte économique, des énergies renouvelables, le prix de l'électricité, savoir comment ça marche, est-ce que c'est régulé, pas régulé, etc. Et tout. Donc, il faut connaître le contexte. J'imagine que, enfin, Karen, j'imagine que pour toi aussi, c'est pas juste est-ce que c'est bien d'acheter du Carrefour ou je sais pas quoi, mais quel est le contexte, le secteur d'activité, les concurrents, etc. Donc, je vous invite à aller bouquiner, regarder, être curieux. Enfin, si vous vous intéressez au sujet, forcément, naturellement, vous allez le. Enfin, faut se forcer, même si on comprend pas tout, mais il faut se forcer à le. D'accord. Eric, tu voulais ajouter quelque chose à cela? Oui, merci Aldo. Non, oui, donc Eric Pinon, je suis président de Next Challenge, mais par ailleurs ancien président de l'AFG. Et je trouve très intéressant d'abord que vous soyez aussi nombreux à suivre ce webinaire. Et surtout, merci à Karen et à Wissem parce que je pense que le défaut que nous voulons corriger avec Aldo, Roxana, Fleur, Thomas Valli à l'AFG et Stéphanie, c'est les a priori. Ce que Karen et Wissem viennent d'expliquer, c'est que on peut faire de la finance sans être. Alors pour revenir, Karen disait que vous étiez tous jeunes, mais enfin vous avez peut-être tous vu des films. On ne devient pas gecko du jour au lendemain.
on ne devient pas le loup de Wall Street du jour au lendemain. Alors c'est très machiste de dire ça versus ces deux films, puisque la Karen est une femme qui gère des actions. Mais j'insiste sur ce point depuis très longtemps, et nous voulons, et dans le cadre du club diversité que Thomas anime, j'en ne suis pas le président, mais je le suis de très près, et je l'avais lancé sous ma présidence de l'AFG. Il faut bien que vous compreniez tous, là je parle pour les étudiants, et puis à la limite pour ceux qui veulent réorganiser ou réorienter leur carrière, que ce n'est pas parce que vous n'avez pas un passé de mathématicien financier actuaire, je dis ça pour Wizem, puisque dans le monde des taux ou des fixed income, c'est plutôt des actuaires à une époque. Quand j'ai commencé il y a 40 ans, il n'y avait que des gens diplômés de l'ISFA, comme on dit. Ce n'est plus le cas. Et je crois qu'il faut vraiment, et c'est Wizem qui vient de le dire, que vous ayez envie de découvrir, et Karen l'a montré, elle a commencé dans une typologie de métier, elle a fait de la relation client, et elle a fini comme gérante action. Il y a un métier très large, très ouvert, et j'ai peur, trop souvent, que certains cherchent le boulot avec un a priori de « je veux tout de suite être gérant, je veux tout de suite être ceci ». Et ça, c'est pas à mes yeux, ça n'engage que moi, du haut de mes 66 ans et 43 ans de métier, c'est pas la bonne méthode. Voilà, je me permettais juste de dire ça à cet instant précis de ce début de réunion. Voilà, mon ami Aldo, je te laisse la parole. J'en profite pour vous dire que il y a sur le site de l'AFG 16 fiches métiers qui ont été faites pour les étudiants et qui sont vraiment très très bien faites, très détaillées, où vous avez les métiers, les profils recherchés. C'est vraiment, je vous invite à aller les consulter. Nicolas, vous aviez une question. Oui, bonjour Aldo, bonjour Monsieur Pinon, bonjour Monsieur Bourbia et bonjour Madame Georges. Oui, moi j'avais une question, je demandais, justement, vous avez parlé de la curiosité, vous avez parlé des étudiants qui essayent de voir plus loin que le bout de leur nez. Est-ce qu'il y a des certifications comme ça qui montrent cette bonne volonté en fait? Je pense à la certification Bloomberg, CFA niveau 1 pour les plus adeptes, peut-être l'AMF, tout le monde là, mais est-ce qu'il y a des certifications, des trucs qui reviennent quand même sur les CV et vraiment quand vous avez un stagiaire, un alternant qui vient avec, vous dites putain, lui il s'est donné à fond et c'est bien quoi. Ou est-ce que vous avez des certifications d'ailleurs et quand vous les voyez, vous êtes content de les voir? Alors, pour répondre franchement, il n'y a pas forcément de lien direct entre la liste des certifications ou diplômes que quelqu'un peut avoir et la curiosité. Donc, vous pouvez être un crack de Normal Sup, avoir 10 certifications et être meilleur que moi sur Bloomberg, mais ne pas être curieux. En fait, curieux, c'est lorsque vous passez un entretien et que quelqu'un vous pose une question, par exemple, en vous disant qu'est-ce que vous pensez de la politique Trump et de son impact sur l'Europe? Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qu'il faut retenir lorsque quelqu'un vous pose cette question, c'est que la personne va vous analyser sur votre manière de raisonner. Et finalement, pas le fait de ressortir quelque chose de scolaire en disant exactement peut-être quelque chose qu'on lit dans la presse, mais l'esprit, finalement, comme je disais, think out of the box, l'esprit vraiment curieux que vous pouvez avoir sur le fait d'analyser des choses qui peuvent être un peu atypiques ou différentes de ce qu'on peut trouver. Et en général, les entreprises ne recherchent pas des clones, elles recherchent des profils justement qui peuvent être différents, donc des profils donc matheux, des profils beaucoup plus macro, donc c'est-à-dire qui s'intéressent à l'économie, aux grands enjeux, et des profils parfois on va dire plus perfectionnistes, donc des gens qui vont regarder les comptes dans le détail, qui sont très bons pour donner la couleur des murs d'Amazon, mais qui ne pourront pas vous dire quelle est la réglementation sur l'e-commerce. Souvent, on vous parle quand on fait des études de top-down et de bottom-up, donc l'entonnoir ou l'inverse. Et donc, c'est assez rare que quelqu'un ait un profil complet, donc à la fois est très bon sur les maths, très bon sur l'économie et très bon en analyse financière. Et donc, en général, déjà, on détecte le profil de l'étudiant ou du jeune qu'on a en face. Et ensuite, on essaye d'avoir la personne la plus curieuse, donc justement qui ira un cran plus loin, qui sera proactive. Quand vous commencez en entreprise, l'idée, c'est pas de faire exactement ce qu'on vous demande ou en stage, peu importe. L'idée, c'est d'apporter une pierre nouvelle, de poser des questions, d'être curieux et de faire progresser son propre parcours et de faire progresser l'entreprise. Donc, il n'y a pas de lien entre les certifications et la curiosité, mais bien sûr, quelqu'un qui va aller boursicoter, faire un portefeuille théorique et montrer qu'il s'intéresse aux entreprises, naturellement, on voit qu'il y a un niveau de curiosité qui est élevé. Et pour finir, lorsque vous avez l'entretien et que vous postulez chez JP Morgan, si vous arrivez et qu'on voit que vous n'avez pas regardé le site et les fonds qu'il gère et rien du tout, on sent que c'est un peu bâclé. Donc, aller aussi loin dans la connaissance de l'entreprise dans laquelle vous postulez, c'est aussi un plus qui est très apprécié en entretien. Voilà.
Désolé, je suis Oui. un peu long dans ma réponse. Non, c'est très bien. D'ailleurs, je rebondis sur ton dernier point, Karen. Alors, ça, pour moi, quelqu'un qui passe un entretien et qui n'a pas regardé le site de l'entreprise, alors, ça fait des points, ça fait pas 0/20, mais ça fait des points en moins. Par rapport à un autre qui a lu, même s'il n'a pas tout compris, c'est pas grave parce qu'il comprendra pas tout, mais il sait que voilà, et ça gère à peu près ça, ça fait à peu près ça. Donc ça c'est très, 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 très important. En plus, aujourd'hui, avec ChatGPT, vous allez taper les mots que vous comprenez pas et donc vous les avez. Je reviens un petit peu en arrière sur le commentaire d'Eric sur les profils, etc. et tout. Effectivement, ce que vous pouvez faire, parce que la plupart des sociétés de gestion publient les noms des gens qui travaillent chez eux, des gérants, etc. et tout. Et souvent, vous avez un mini CV. Et donc, vous allez voir, en vous promenant sur le site, je sais pas en tout cas sur Siena, on met le nom des gens et vous avez tout, vous avez des gens très seniors, moins seniors. Et puis, si vous regardez le profil des jeunes recrues, vous allez voir, c'est plus proche de vous, donc vous allez voir à peu près ce qu'ils ont fait et puis vous allez voir qu'il y a des profils très différents. Donc, je vous invite à aller regarder sur ça. Et puis, je rebondis sur la question de Nicolas sur les certifications. Non, effectivement, comme Karen, effectivement, il n'y a pas de lien immédiat. Alors, moi, si on me demande comme ça, mon avis, je dis, si vous voulez vous tester un peu sur vos connaissances, c'est vrai que la certification AMF, elle est pas, parce que le CFA, c'est du boulot, c'est vraiment beaucoup de boulot, c'est énorme. En revanche, la certification AMF, je ne peux plus, je l'ai passé il y a longtemps, mais c'était pas un travail gigantesque, mais ça vous permet de voir, parce que comme la certification AMF va couvrir plein de sujets, actions, obligations, un peu la réglementation, ça et tout, ça vous permet de vous tester vous-même. Est-ce que vous avez des connaissances un peu dans tous les sujets qui sont traités dans la certification? Après, vous n'êtes pas, si vous n'avez pas un bon score, vous n'êtes pas obligé de le dire, mais au moins vous êtes testé pour voir est-ce que vous avez des connaissances un peu, et puis voir à l'endroit où vous n'avez pas de connaissances, aller creuser un petit peu dans cette partie-là. Ok. Et Non, je juste demandais surtout pour le CFA parce que ça coûte la peau des fesses aussi. En Oui, plus et d'être vachement dur, CFA, c'est une Alors, horreur. faut être- sur les CFA, alors, moi je l'ai peut-être pas, une mais suggestion. oui, Il y a parfois d'entreprises qui vous le payent. Oui, Vous en pouvez plus. commencer dans l'entreprise et en effet, c'est cher. Et non seulement elles vous le payent, certaines vous donnent du temps Mhm. également pour réviser et passer les examens. Donc, juste je pense pour, que cette voie-là est plus sympa pour vous. juste pour compléter, Nicolas, je pense que ça n'a pas été évoqué, mais nous avons mis en place avec NiceWise, dans le cadre de Next Challenge, un système pour essayer de décrocher des stages. Je ne suis pas sûr que ça marche aussi bien que d'aucuns le souhaiteraient, mais je pense que le complément à la formation, c'est quand même, enfin moi je l'entends, le panel des stages que vous faites dans vos études, pendant vos études. C'est-à-dire que moi je le vois, alors bon, je ne veux pas trop parler, même si Karen m'oblige à dire qu'elle fait de la pub pour une des sociétés de gestion françaises qui s'appelle Think Out of the Box. Je vous laisse prendre les initiales et vous retrouverez la société de gestion. Donc, je trouve ça très bien. Et j'y ai envoyé mon fils, moi, par exemple. Et ces stages-là sont intéressants parce que ça soit chez Siena, que ça soit chez Ecofi, que ça soit dans toutes les sociétés de gestion, aller faire un stage pour voir le métier. Je compare ça à un autre métier qui est celui de la médecine que ma fille fait. Les médecins, tous les 6 mois, pendant leurs études, elle est en 4e année, elle change de spécialité. Et faire des stages pendant les études pour aller voir qu'est-ce que fait un gérant action, qu'est-ce que fait un gérant oblique, qu'est-ce que fait un commercial, qu'est-ce que fait un... Enfin, il y a multitude de métiers, comme Aldo l'a dit, et vous irez sur le site de l'AFG, et on a beaucoup travaillé, bravo aux équipes de l'AFG d'avoir fait ça, et surtout aux membres de l'AFG d'avoir accepté de se présenter. Je pense que c'est ça la réponse, Nicolas, à ta question, c'est en plus de tes études, quels que soient tes brillants diplômes et tes brillants résultats, avoir fait des stages et donc des tests métiers, c'est un bonus. oui. Bien, alors, oui, non, allez-y, Oui, Wissem. non, j'allais dire parce que après, les formations sont vastes. Alors, c'est vrai que dans les écoles de commerce, c'est plus ou moins organisé, que les étudiants ont une année de césure. Des fois, c'est obligatoire, mais en tout cas, ils les encouragent fortement. À la fac, c'est moins développé, mais c'est possible, puisque moi, j'ai eu des stagiaires qui étaient à la fac, qui étaient en master, et qui vous demandez à la fac, ils vous autorisent il faut faire l'année de césure, c'est pas de la perte de temps. Et après, c'est pas, alors après, c'est un stage. Alors, après, ils font un stage, c'est pas forcément à la gestion autour de, ça sera pas l'assistant de Karen, mais ça peut être dans des métiers qui sont connexes à ce que fait le gérant. C'est-à-dire que notamment les gens qui contrôlent les opérations, ça donne un premier pas dans l'univers, parce que ceux qui contrôlent les opérations que Karen va faire et qui vont faire en sorte que ça se fasse et que ça se déboucle, machin, les paiements, etc. et tout, ben, ils comprennent déjà au moins comment ça marche du point de vue pratico-pratique. Voilà. C'est un fil, c'est un pied dans le système. Alors pour en venir à votre vie quotidienne en tant que gérant, parce qu'on a eu des questions écrites là-dessus,
que vous pouvez nous dire un peu comment ça se passe au jour le jour. Et puis, il y a aussi un élément qui me semble important, c'est que vous n'êtes pas seul. En fait, vous n'exercez pas en vase clos. Je présume qu'il y a tout un écosystème qui gravite autour de vous. Wissem? Oui, absolument. Déjà, alors, bon, moi, je suis plus avancé en âge, donc j'ai une équipe. Donc, bon, ça, c'est vous dans X dizaines d'années. Mais en tout cas, moi, dans mon équipe, Dans X années, ne les découragez pas. Non, moi, j'ai mis beaucoup de temps, mais moi, je suis pas très rapide, donc j'y vais pas à pas. Une chose par année. Alors oui, moi, dans mon équipe, j'ai une équipe, on est en tout 6, donc 5 plus moi. Alors, du plus junior au plus senior, donc le plus junior, c'est le stagiaire. Donc, j'ai des stagiaires en permanence qui tournent, voilà. Alors, et on essaie d'alterner entre fac, école de commerce, ingénieur, parce qu'on a des sujets divers et variés. Quand je dis ingénieur, il va faire des reportings sous Excel, regarder des trucs, va faire des tableaux, des portefeuilles, etc. Très important, alors franchement, c'est très important de maîtriser Excel, hein. Et aujourd'hui, il n'y a plus de métier sans Excel, hein. Même si vous travaillez chez Peugeot, il faut savoir maîtriser Excel. Enfin, en tout cas, au moins tous les rudiments, faire des tableaux croisés dynamiques, ça. Moi, je referme la parenthèse. Donc, du plus junior au plus senior, donc il y a un stagiaire. Ensuite, j'ai une personne dans mon équipe qui est quasi débutante, qui a fait quelques stages, qui a fait un CDD dans une société de gestion, et puis là, on vient de la recruter. C'est une fille. Et ensuite, il y a quelqu'un qui a 10 ans d'expérience et une autre personne qui a plus de 15 ans d'expérience et moi beaucoup plus. Donc, il y a ensuite, donc ça, c'est des gens avec qui je travaille en direct, c'est-à-dire au quotidien. Et ensuite, autour, il y a les opérations. Donc, parce que quand on fait des opérations, il y a quelqu'un qui va contrôler, il y a des gens des risques, il y a des juristes, il y a des gens qui vont contrôler que les opérations sont conformes à ce qu'on a dit qu'on ferait et qu'on fait, parce qu'on fait pas, on a une stratégie donc, qui vérifie que la stratégie est respectée. Il y a des gens des opérations qui vont s'occuper des paiements, de vérifier que les paiements sont faits, qu'on a reçu ce qu'on devait recevoir et contrôler. Il y a des gens qui font du contrôle de gestion. Enfin, après, un peu plus loin, il y a même un comptable qui s'occupe de la comptabilité des fonds. Donc, en fait, effectivement, c'est une chaîne de gens avec des profils très, très différents. Ensuite, les gens vont bouger d'un de ces métiers vers un autre métier à l'intérieur de ce que j'ai décrit. Karen? Le micro. Alors, pour la journée type d'un gérant action, alors c'est assez simple. Déjà que je voulais préciser que depuis la nomination de Donald Trump à la présidence, grâce à notre outil Bloomberg, je me suis mise à une alerte spécifique Trump. Comme ça, la première chose que je regarde le matin au réveil, c'est s'il y a eu une grande annonce, parce qu'il y en aura probablement. Heureusement, lui, il dort encore. Voilà, mais au moins s'il y a eu des annonces à 22h heure États-Unis, pendant que moi je dors, j'ai l'information tout de suite sur des annonces de guerre tarifaire ou autre. Donc la première chose qu'un gérant fait, c'est justement de regarder dans le monde s'il y a eu des nouvelles majeures qui impactent les grands pays, les grandes régions. Ça peut être des nouvelles politiques, ça peut être des nouvelles sanitaires ou des guerres, ça peut être un choc sur un marché qui est important, le pétrole, l'or, d'autres matières premières. Ça peut être vraiment d'ordre, voilà, c'est un scope qui est très très large. Et donc en général, on regarde des grandes puissances, hein, donc l'Europe, la Chine, les États-Unis, mais on peut avoir des chocs sur d'autres pays. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et ensuite, on regarde les nouvelles, peut-être plus sectorielles ou thématiques, selon ce que vous gérez. Donc dans le cas de Wissem, donc, si vous prêtez de l'argent essentiellement à des groupes de renouvelables, si le matin, il y a une news que le Danemark a mis en appel d'offres donc des champs éoliens offshore et que personne n'a bidé, parce que personne n'a fait une proposition parce que les prix n'étaient pas attractifs, c'est pas top pour le secteur des renouvelables. Donc, Wissem va avoir plus un gros focus là-dessus. Si vous êtes par exemple sur la technologie ou si vous êtes généraliste, vous allez regarder certaines choses. Donc, moi, j'ai la joie et la chance d'être généraliste. Donc, au mieux, je dois essayer de tout regarder. Donc, s'il y a une nouvelle sur les cosmétiques jusqu'à l'aéronautique en passant par la tech, au mieux de regarder s'il y a eu des informations importantes qui sont sorties, et ensuite plus spécifiquement sur les titres que vous pouvez avoir en portefeuille. Donc si vous gérez des fonds, vous avez du L'Oréal, du McDo, etc., vous regardez d'abord s'il s'est passé quelque chose sur ces groupes-là, ou alors les entreprises que vous regardez, que vous n'avez pas en portefeuille, que vous regardez. Ensuite, il y a une partie, donc Wissem en a parlé, parfois un peu plus administrative,
où vous devez valider des fonds, regarder si vous êtes bon dans vos ratios, des tâches répétitives que finalement tout le monde a dans son travail, hein, de l'ingénieur chez Amazon en passant par nous. Il y a des tâches qui peuvent être répétitives, qui ne sont pas forcément boring, hein, donc il y a rien de, c'est pas grave, hein, dans chaque métier il y a des tâches répétitives. Et ensuite, vous devez donc vous gratter la tête pour vous poser donc les bonnes questions. Déjà, est-ce que j'ai fait les bons choix sur ce que j'ai déjà en portefeuille et est-ce que j'ai des choses que je dois changer? C'est pas forcément que lié aux entreprises que vous avez en portefeuille. Vous devez poser des questions qui sont plus globales. Donc là, on parlait de la curiosité. Donc, si Donald Trump va imposer donc des tarifs douaniers sur l'acier importé, quid de qu'est-ce que ça impacte? Est-ce que ça impacte l'automobile, d'autres secteurs? Qui en bénéficie? Qui en souffre? Il y a quelques heures, on a eu la publication de l'inflation américaine. Et donc, idem, qui en bénéficie d'une inflation élevée? Qui en souffre? Et qu'est-ce que ça a comme impact sur les entreprises et les grands pays? Donc, c'est très important d'avoir ça en tête lorsqu'on gère des portefeuilles. Donc, on regarde tout. Lorsque ce chiffre est sorti, donc je vous le dis, était mauvais. Donc, c'est-à-dire que l'inflation était plus élevée qu'attendue. Et ben, du coup, ça a eu un impact négatif sur les marchés actions. Donc, ça, c'est des choses. Voilà. Donc, je donne un exemple. Donc, voilà. Pour faire court, donc c'est ça. Donc, ensuite, bien sûr, on prend des décisions. Donc, si vous vous dites les taux vont rester élevés plus longtemps, voilà, ça c'est votre scénario. Donc, il est étudié. Il y a des choses qui vous font penser que les taux vont rester élevés plus longtemps. Vous devez donc prendre les dispositions pour finalement sortir des positions qui pourraient souffrir de ce contexte, analyser si c'est déjà pricé, c'est-à-dire que c'est déjà dans les cours, et voir qui pourrait soit être carrément immune par rapport au taux d'intérêt ou qui pourrait en bénéficier. Donc vraiment, c'est ce côté 360 qui est utile pour analyser finalement tout ce qui se passe sur le marché. Et je vais juste faire une petite parenthèse, parce que tout à l'heure, Wissem il parlait de la titrisation. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un film que je déteste pourtant, qui s'appelle The Big Short. Voilà, et je n'ai pas aussi aimé le Loup de Wall Street pour des raisons évidentes. Voilà. Et donc, dans The Big Short, il y a une scène un peu sympathique qui est une métaphore de qu'est-ce que la titrisation. Donc, je vous invite peut-être à voir ce film déjà pour savoir ce que c'est et pour comprendre aussi d'autres produits financiers qui sont bien expliqués, comme les CDS. Voilà, c'est un peu trop long à en parler maintenant, une sorte de couverture. Pourquoi ça a été inventé et voilà, qui en a bénéficié, qui ça a impacté, etc. Donc souvent, ce type de films peuvent éclairer sur des choses bien réelles qui ont été créées et qui ont impacté massivement les marchés financiers. Moi, j'ai bien aimé. Le Big Short est plus réel que le Loup de Wall Street. Oui. Moi, j'ai Oui. bien aimé The Big Short. Mais vous avez plusieurs fois cité Bloomberg. C'est le principal outil avec lequel vous travaillez ou vous avez d'autres outils à votre disposition? Alors, quand moi j'ai commencé, je commence à me sentir vieille, du coup j'ai 40 ans, il y avait encore Reuters donc, qui se battait contre Bloomberg en France, mais maintenant l'outil principal reste Bloomberg. Certaines très grandes maisons ont développé des outils internes, parce que Bloomberg ça peut coûter cher, justement pour baisser les coûts. Mais vous ne pouvez faire ça que si vous êtes très très gros, ou alors vous déléguez sur d'autres systèmes d'information, mais Bloomberg reste quand même l'écrasant numéro 1 mondial, un outil extrêmement pratique et utile pour la gestion. En tout cas pour la gestion d'actifs cotés, hein, pour la gestion liquide, voilà, c'est moins critique pour Wissem ou les personnes qui sont sur private equity ou ce genre de choses, mais pour les actifs liquides classiques, surtout les actions, c'est un outil très utile, je confirme. Et vous, Wissem, alors, à part Bloomberg? Une journée type, donc j'arrive à 11h du matin, je prends le café, je relève les compteurs. Non, alors, effectivement, Karen a raison. D'ailleurs, ça m'amène au point, et je repars du point de Karen, c'est que dans le métier de Karen, effectivement, donc, je regarde Bloomberg parce que les actions, ça bouge toutes les minutes, enfin, ça bouge tout le temps. Il se passe des trucs, ça monte, ça baisse, c'est plus volatile. Donc, si on aime ce côté où ça bouge tout le temps, machin, avoir les yeux sur les écrans, etc. et tout, c'est ça. Dans la dette, enfin, les actifs non cotés, donc qui ne sont pas des actifs cotés en bourse ou sur un marché, à ce moment-là, le rythme est un petit peu plus lent. C'est-à-dire, et donc on n'a pas besoin de savoir est-ce que là, immédiatement, l'inflation, ça va impacter ce que je fais, parce qu'il n'y a pas d'impact immédiat sur ce qu'on fait. D'accord ? En revanche, ce que disait Karel, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, c'est de dire effectivement, sur le marché des éoliennes, il y a des grands projets qui se lancent, ils en sont où, quels sont les acteurs, et qu'est-ce qui se passe sur ces acteurs, sur ce secteur d'activité, est-ce qu'il y a une nouvelle loi qui est sortie, est-ce que l'Union européenne a décidé de massivement
sponsoriser ou de donner de subventionner les activités d'énergie renouvelable? Est-ce que l'Allemagne est en train de développer des tas de choses sur les énergies renouvelables ou pas, etc. Et tout. Donc c'est un rythme moins quotidien ou moins rapide. Voilà, on va regarder toutes ces choses sur ces secteurs d'activité. Ensuite, si par exemple l'Union européenne a décidé de faire quelque chose sur les énergies renouvelables, il va falloir aller lire la directive qui a été prise. Et la directive, elle fait 20 pages, donc il faut la lire et extraire là-dedans ce qui nous intéresse, parce que tout ne va pas nous intéresser. Donc c'est ça. Alors après, c'est des profils peut-être un peu différents. C'est-à-dire que si on aime alors, pour être caricatural, un peu l'adrénaline, ça bouge, etc. et tout, ça c'est les métiers comme Karen, les actifs sur le marché, ça bouge beaucoup. Dans les métiers de dette privée, le rythme il est plus, c'est un projet qu'on est en train de financer et ça peut durer, une opération peut durer 2 mois. C'est-à-dire que entre le moment où on discute avec l'entreprise, au moment où on étudie le projet, au moment où on va financer ce projet, il peut s'écouler comme ça plusieurs semaines. Donc le rythme est pur. Donc les gens qui aiment les constructions, un peu comme ça, où j'assemble des morceaux. Il est plus long, mais il est, d'une certaine manière, il est plus concret. Alors, donc voilà, donc c'est l'autre aspect des choses, c'est que en revanche, il est en impact direct avec, si on finance un projet, alors par exemple, il n'y a pas longtemps, on a financé un projet d'éolienne en Pologne, d'accord? Ça nécessite de comprendre la réglementation polonaise, etc., tout un tas de choses, machin, et de savoir ce que dans ces éoliennes, il y a du vent, il n'y a pas du vent, donc il y a des rapports techniques qui sont faits sur savoir parce que est-ce que ça va être rentable ou pas, il faut qu'il y ait plus ou moins de vent dans cette partie-là. Donc il y a une analyse du secteur, ça peut être, donc il y a des aspects juridiques, il y a des aspects fiscaux, parce que est-ce que l'électricité va être taxée ou pas, etc. Donc il y a des aspects juridiques, il y a des aspects fiscaux, il y a des aspects du montage, de la structuration en lui-même. Alors je vais regarder, est-ce que l'électricité est très volatile, je vais prêter 80% du montant du prix de l'électricité pour prendre une marge parce que ça peut bouger. Donc le projet prend plus de temps, mais il y a beaucoup d'aspects très différents. Et effectivement, il y a un côté. Alors c'est pour ça qu'on dit l'économie réelle, c'est-à-dire qu'on est en prise avec. On parle au directeur financier ou au trésorier d'entreprise. Donc on parle et on va lui parler pendant 2 mois. Donc et puis il va nous exposer son projet, etc., etc. Et puis à la fin. C'est l'apothéose, on signe le contrat et on lui prête 25 millions d'euros pour monter son projet qu'on va surveiller, etc. Donc, voilà. Donc, c'est pas. Oui, bien sûr, on regarde aussi ce que dit Trump, etc. Parce que ça a un impact. Nous, ça n'a pas d'impact immédiat, comme chez Karen, où il va se passer un truc tout de suite. Nous, ça peut avoir un impact à terme. C'est-à-dire que si Trump, comme ils ont fait avec les États-Unis, comme ils ont décidé de massivement subventionner les énergies renouvelables chez eux, ben, ça va avoir un impact, sauf que nous, l'impact, il est plus diffusé dans le temps. Donc, c'est un rythme un peu différent. Très bien, écoutez, je vous propose qu'on arrête cette partie-là, parce que ça fait déjà 40 minutes que nous discutons. Il y a plein de sujets qu'on aurait pu aborder, comme la réglementation, par exemple, l'impact de la réglementation sur vos métiers, mais il y aura peut-être une question là-dessus. Donc, j'ouvre le débat. C'est maintenant à vous, mesdames et messieurs, les étudiants, de poser vos questions. Alors, de nouveau, Nicolas, on vous écoute, Nicolas. Bah non, mais moi du coup c'est la question que j'avais mis dans le formulaire Google. C'était, c'est pour Karen, mais aussi Wissem. C'est la question sur les IA. J'ai fait un mémoire où j'ai pu constater avec effroi pas mal d'études qui sont menées aux États-Unis, qui s'amusent à comparer par exemple ChatGPT, le modèle 4, avec la capacité des analystes. Et on se rend compte que ChatGPT, même le modèle 4, c'est pas le plus vieux, il arrive à battre à 60% du temps les prévisions des analystes, des equity analystes. Et voilà, moi ça me fait peur. Moi j'ai fait mes études toute ma vie avec cette idée en tête qu'un jour je gérerai un fonds, des actions ou de la multigestion. Même private equity récemment, j'ai aussi fait un mémoire là-dessus. Et moi ça me fait peur. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous avez des solutions? Et est-ce que vous sentez de la compétitivité? Surtout avec DeepSeek, qui est encore plus spécialisé que ChatGPT, qui vient de débarquer il y a 3-4 jours. Là, c'est une horreur. Comment est-ce que vous abordez ça, vous? Ah, c'est une très bonne Karen. question. C'est une très bonne question parce que finalement, la gestion passive qui a pris le dessus sur la gestion active, ça a mis en lumière que finalement quelque chose d'assez uniforme pouvait prendre le dessus sur une gestion dite active, donc humaine. Et en fait,
la suite logique de l'AI, un peu comme la gestion passive. Donc, la gestion passive, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les trackers. Donc, vous prenez un tracker CAC 40, donc vous prenez les 40 valeurs du CAC 40. Voilà, il n'y a pas de choix humain dans le véhicule d'investissement. C'est-à-dire que si vous prenez un modèle comme ChatGPT et qu'on suit ce modèle pour acheter des titres, tout le monde va aller acheter la même chose. Et en fait, pourquoi ça donne ce résultat? C'est que depuis la crise financière, à part quelques petits courts épisodes, il y a eu un mouvement de concentration massif sur les méga caps, les grands groupes, donc en grande partie dû à la gestion passive. Et donc derrière, quand il y a la gestion passive, voilà, tracker sur le S&P, vous allez acheter les mêmes titres et les plus gros titres. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça auto-entretient ce mouvement au détriment parfois de titres plus petits, ou même, on va dire, des grandes capis, mais pas des très grandes capis. Et donc derrière, vous avez cette surperformance massive de ces grands groupes. Donc c'est un peu auto-entretenu. Donc le danger de l'AI ou de la gestion passive, c'est qu'à un moment donné, si tout le monde fait la même chose, vous avez, comme ce qui s'est passé le jour où DeepSeek a été dévoilé, donc c'était le week-end, mais donc la journée de lundi, des mouvements de baisse extrêmement violents qu'on n'avait pas vu depuis 40 ans sur des titres, parce que lorsque vous avez des algorithmes ou les AI qui vous disent les valeurs data center, c'est Schneider, ceci, cela, machin, etc. Stress sur DeepSeek, parce qu'avec DeepSeek, on s'est dit il y a beaucoup moins de besoin d'énergie pour pouvoir finalement fueler les AI et donc des puces moins gourmandes dans l'énergie. Gros mouvement de panique, tout le monde vend les valeurs dites AI et les valeurs dites data center et énergétiques. Donc des groupes, même dans le nucléaire, ce genre de choses, se sont effondrés ce jour-là. Et donc finalement, sur une très longue période, donc pas 15 ans, 20 ans, mais sur un siècle, on voit que finalement la gestion active, elle a du sens parce que justement, vous êtes à l'abri de quelque chose qui est, qui est extrêmement consensuel, parce que la probabilité que qu'un être humain pense exactement comme finalement tous les autres et on pense tous pareil est proche de zéro. Donc sur la période courte, c'est vrai, donc Nicolas a raison, donc vous avez tout à fait raison. La gestion passive, en tout cas côté action, surperforme la gestion active. L'AI est clairement quelque chose qui joue là-dessus. Et puis le sujet, donc ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est la rapidité. Quand vous avez un événement comme le Covid, même si vous êtes très rapide, donc on a pris des positions même dès janvier-février, là où je travaillais, pour tenir compte du confinement en Chine, avant même qu'il y ait un confinement en Europe. Une machine, forcément, irait 1000 fois plus vite que nous. Donc nous, même si on est rapide, il nous faut 5 minutes, la machine, il nous faut 1 minute. C'est une crise sanitaire, qu'est-ce qu'il faut vendre? Donc c'est vrai qu'il y a ce sujet-là de rapidité, mais finalement, un peu comme un pilote d'avion ou des voitures autonomes dont on parle depuis très longtemps, il y a encore un besoin d'avoir un interlocuteur humain pour la gestion. Et c'est pour ça, je spoil un peu peut-être une autre question, que par exemple dans la gestion sous mandat, la gestion privée, il y a peut-être beaucoup plus d'opportunités de travail que dans la gestion collective aujourd'hui, qui connaît un mouvement de concentration assez important en France et en Europe, parce que vous avez besoin d'avoir un interlocuteur. Donc si vous avez une entreprise, vous la vendez, vous avez 10 millions d'euros, vous voulez faire gérer 10 millions d'euros, vous ne voulez pas forcément que ce soit une machine AI qui va aller en plus suivre exactement le momentum et ce qui est à la mode pour votre gestion. Vous allez voir quelqu'un qui va prendre du recul et avoir sa propre analyse, son process et la mettre en œuvre avec un jugement sur une longue période et pas sur une courte période. Mais c'est vrai qu'il faut dire les choses. À la fois, les gérants actions ont sous-performé les grands indices depuis la fin de la crise financière et aussi pendant la période de taux négatifs, si je peux donner une petite parenthèse sur le marché obligataire, qui a choqué les gérants obligataires parce qu'ils étaient obligés d'acheter des obligations à taux négatif pour les revendre encore plus à taux négatif pour gagner de l'argent. C'était une situation qui était irréelle et totalement anormale pour un gérant obligataire. Beaucoup d'entre eux ont souffert pendant cette période parce que c'était totalement illogique par rapport à tout ce qu'on apprend à l'école. Comment est-ce qu'on peut prêter de l'argent à la Suisse à moins 1%, donc c'est un peu comme un coup d'un coffre-fort, pour derrière espérer que le taux aille à moins 1,2 pour vendre et gagner de l'argent. Donc c'est complètement étrange, mais voilà. Donc c'est vrai que ça a été compliqué pour les gérants actifs. Désolé pour ma longue réponse. Oui, Seb, vous voulez compléter? Sur l'intelligence artificielle, en fait, alors bon, nous, on commence à utiliser l'intelligence artificielle, enfin, on ne développe pas nous-mêmes, on prend des logiciels qui le font. On va l'utiliser, par exemple, pour automatiser des tâches qui étaient avant des tâches faites un peu manuellement, donc des tâches un peu répétitives, etc.
de reporting, de choses comme ça, où il y a des logiciels qui font ça très très bien. On a utilisé aussi l'intelligence artificielle pour la détection de fraude. Alors ça, c'est pas sur les marchés cotés, mais sur les marchés privés ou de dette privée, vous avez affaire à une entreprise en face. Donc vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des comportements frauduleux parce que vous avez une entreprise et voilà, ils peuvent raconter un petit peu des salades. Donc il y a des logiciels basés sur l'IA qui vont. Alors, un peu comme disait Karen, c'est que le logiciel ne vous dit pas ce qu'il faut faire, il vous dit il y a une alerte, le comportement semble anormal. Donc ensuite, c'est à vous d'aller ensuite dire oui, non ou non, c'est normal que ce soit comme ça parce que je ne sais pas quoi. Donc on utilise soit pour automatiser des tâches, aujourd'hui en tout cas à notre niveau, soit pour voilà, des trucs notamment de détection de fraude. Ça, dans le monde réel, malheureusement, il y a aussi des fraudeurs et des voleurs. Et donc, pour les détecter, des fois, quand c'est bien fait, c'est pas évident. Donc, on peut le détecter parce qu'on a de l'expérience et qu'on se dit, tiens, c'est louche, les données ne sont pas cohérentes, etc. Et tout, mais aider d'un logiciel basé sur l'IA, ça apporte une valeur en plus. Eric, tu voulais peut-être compléter ou Non, ajouter juste, quelque chose? j'attendais que Karen termine en espérant qu'elle sorte à Nicolas la phrase qu'elle avait déjà sortie. Think out of the box. L'IA n'est qu'une box de plus. Donc, effectivement, il faut sortir de ça. Et moi qui ai commencé dans ce métier il y a longtemps, un peu plus longtemps que Wissem, avec des analystes chartistes, par exemple, sur les marchés, la question que je me pose aujourd'hui, 43 ans plus tard, c'est est-ce que c'est le graphique qui fait le marché ou le marché qui fait le graphique? Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, après 43 ans d'observation, je crains parfois, et ça a été très bien dit par Karen, que beaucoup de mauvais gérants, des gérants passifs, comme ça a été évoqué, finissent par croire que c'est le graphique qui fait le marché, et donc ça fait que le marché amplifie le graphique. Mais un être humain peut avoir des idées, comme elle l'a dit, et comme ça a été dit par Wissem, le matin au réveil, savoir si Donald signe le Xème document, qu'est-ce qu'il aura comme effet sur les marchés, les taux, etc. Donc je pense que l'IA n'est pas une angoisse pour notre métier, il est une valeur ajoutée, comme ça a été dit par Wissem, mais il restera, enfin je le souhaite, je l'espère, et en tous les cas je fais tout pour, le rôle de l'être humain et de la décision finale, avec un autre phénomène. Je rappelle que tout IA ne vit que des datas du passé et n'a malheureusement jamais de vision sur les effets sur le futur. Voilà. Thomas? Oui, bonjour. Donc Thomas Valli à AFG. Je voulais juste, comme vous parliez d'IA, vous dire que donc à l'AFG, puisque je m'occupe aussi de la commission innovation technologique, on a publié un guide sur la bonne utilisation de l'IA pour les sociétés de gestion. Donc vous aurez de l'information aussi là-dedans. Il y a évidemment l'IA. Les sociétés de gestion sont des sociétés de gestion de données aussi. Et donc l'IA sera dans toute la chaîne de valeur, les métiers conformité, les opérationnels et autres, enfin les opérations et autres, le reporting. Et pas uniquement au niveau de la gestion. C'est une aide. Après, il y a des notions d'explicabilité, parce qu'il y a aussi des hallucinations. Donc, l'humain en dernier ressort est toujours important dans ce système-là. Il y a une fiche métier d'ailleurs sur, bon, c'est un peu connexe, mais sur Data Scientist aussi, puisque ça va être les métiers techno, je dirais, sont demandés aussi maintenant de plus en plus dans les sociétés de gestion. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter. Je reviens juste, pardon, sur le dernier point, sur la surperformance de la gestion passive. Elle est vraie sur les grandes valeurs. La gestion active a un scope, je dirais, d'investissement beaucoup plus large qui n'est pas couvert par la gestion passive. D'accord, bon, on va peut-être finir par une dernière question de Nicolas, qui est le porte-parole des étudiants, j'ai l'impression. Non, c'est une micro-question, et du coup, Vali, il a un peu posé. J'avais demandé, Madame Georges, du coup, vous qui pensez que les êtres humains ont encore cet avantage de pouvoir think out of the box, pour vous, aller chercher de l'alpha du gérant sur des small caps, ça se fait encore, là où les IA iront se croûter, à s'emballer sur des grosses valeurs et à tout faire la même chose. Un être humain qui think out of the box et qui ira chercher des petites valeurs, est-ce qu'il a encore sa carte à jouer, du coup, face à ces grosses IA qui font toutes la même chose et n'importe quoi? Alors, malheureusement, je vais devoir contredire peut-être un peu ce qui a été dit sur les petites valeurs. Aujourd'hui, on est dans un monde où même les petites valeurs font partie de paniers, par exemple. Donc, c'est-à-dire que si vous avez comme le stress qu'on a eu en France avec la dissolution de l'Assemblée nationale, vous aviez des paniers de gestion passive avec des titres très petits, même pas des mid-cap, donc des small-cap françaises, avec une grande exposition France, qui ont été massivement vendues. Donc, la gestion passive et les high, finalement, concernent tout, parce que lorsqu'on plug des mots-clés donc dans des algorithmes, dans des AI, on peut finalement toucher tous les groupes cotés. Donc,
que ce soit large, méga cap, small cap, donc il n'y a rien qui est à l'abri. Pour le think out of the box, c'est pas forcément small versus large ou versus mid. Donc là, par exemple, donc je vous donne exactement une conclusion de l'analyse qu'on peut faire des marchés aujourd'hui. Lorsque vous êtes sur les marchés aujourd'hui, enfin, en termes de gestion, et que les taux sont très élevés, malheureusement, c'est encore pas très bon pour les small caps. Ça ne veut pas dire qu'il faut en faire zéro. Et lorsque vous êtes des grands groupes avec très peu de dettes et des moyens qui sont colossaux pour encore investir, soit en organique, donc tout seul, soit faire des acquisitions, vous avez un avantage extrêmement important versus des plus petits groupes. Il y a une petite société française que j'ai vue il n'y a pas longtemps, il me dit, moi je veux acheter des sociétés, et derrière, si je les achète plus cher en termes de valorisation que ce que moi j'ai comme valo en bourse aujourd'hui, je vais me faire détruire. Donc du coup, ça les bride et ils ne peuvent pas tout faire. Et en plus, tout bêtement, lorsque vous avez des taux d'intérêt qui sont élevés, vous pouvez moins investir, moins acheter qu'avant. Donc pour vous tous qui êtes là, si vous voulez acheter un appartement bientôt, forcément, ça vous coûtera plus cher que ce que j'ai eu la chance de faire donc pendant la période de taux bas. Voilà, c'est comme ça. Donc forcément, les taux élevés, c'est pas très bon pour le segment small et mid, mais donc on peut trouver de la valeur partout. Donc ça, c'est pour vous rassurer sur ce sujet-là. Et ensuite, sur donc le fait de créer de l'alpha, ce qui est compliqué, au-delà des mouvements de concentration et des mouvements de flux, finalement, c'est d'avoir, comme je le disais, c'est pas think out of the box, d'avoir la vue la plus complète possible. C'est-à-dire d'où peuvent venir mes risques. Et l'entreprise, quels sont les catalyseurs pour que demain, elle fasse plus de bénéfices. C'est ça qui est compliqué. Et avoir cette vue 360, c'est déjà notre travail. Voilà, le but, c'est de le faire au mieux, mais après, vous n'êtes jamais à l'abri d'une fraude. Donc Wissem parlait des fraudes tout à l'heure. Donc, il y a des fraudes. Donc ça, c'est l'événement, c'est le Black Swan, donc le signe noir, qui est non anticipable par construction. Donc lorsque vous avez un vendredi soir, après la clôture de la bourse, Volkswagen qui vous dit, la news qui sort qu'ils ont truqué leur moteur sur la partie diesel, c'est non anticipable. Donc voilà. Donc il y a des événements qu'on ne peut pas maîtriser. D'où l'importance de la gestion du risque. Donc, pour ceux qui font des études, voilà, donc éco-finance et de gestion, c'est très important la gestion du risque, que ce soit pour Wissem ou pour moi, qu'on soit sur le non-côté ou le côté. Voilà, c'est très, très, très important. Très bien. Eh bien, écoutez, la gestion du risque, on essaie d'en faire une traduction pratique avec le Next Challenge, où la construction du portefeuille et des risques est très, très important. Je pense que tous les étudiants qui ont été présents ce soir ont eu une bonne vision de votre métier et des contraintes dans lesquelles vous... Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Karen, Wissem, Eric pour ton intervention, Thomas également, et Nicolas pour tes questions. Et puis, à très bientôt pour, j'espère, d'autres aventures dans le cadre du Next Challenge de Nextwise.